Excellent, Brigitte. Salut, Brigitte. Salut. Hey, je suis tellement content de te voir, mais je dois admettre que je me suis clenché les deux films assez rapprochés. Puis je me disais, calvaire, comment tu fais pour dealer avec autant des émotions intenses? Parce que moi, j'ai adoré les deux films. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup, on peut parler de paquets d'affaires. J'aimerais ça qu'on mette quand même un focus sur ces deux-là. Mais ça m'a quand même... frappé fort, peut-être que je suis super hyper sensible, mais tu sais, mettons, moi, je reçois ces films-là, qui est un aboutissement de beaucoup de travail, tout ça. Puis je me disais, toi, t'as été là-dedans longtemps, je sais c'est quoi faire un film au Québec, c'est compliqué, c'est long. Et même l'après est difficile aussi. L'après est difficile aussi. Et toi, t'es allé là-dedans à fond, la caisse, avec des sujets, avec un sujet très, très fictif, très lourd, un sujet vivant, réel. Je veux pas le nommer, je veux pas dire le terme lourd parce que c'est d'une infinie beauté. Mais je me suis dit, les émotions fortes, c'est au cœur de ta pratique. Puis ça m'a comme beaucoup frappé, tu sais, parce que je sais pas, il faut que tu me donnes tes trucs aujourd'hui, comment tu te régularises émotionnellement pour être capable de prendre ça quotidiennement. C'est quotidien, parce que tu mets tes mains là-dedans, que ce soit dans des demandes de sucre, ou même dans la production, tout ça. Faut que tu sois habité par ces projets-là, mais je me suis dit, il y en a qui ont la peau plus dure que d'autres, ou d'autres qui sont comme émotionnellement super bien connectés à eux, puis qui savent où aller et jusqu'où arrêter. Il y a quelque chose là-dessus, je pense que tu es capable peut-être de m'aiguiser un peu de comment tu deals, mais tu sais, moi, je suis curieux de savoir comment tu réussis à jongler avec ça. On peut-tu commencer avec le documentaire, ça te dérange pas? Bien sûr. On va y aller avec lui, parce que si on se parle aujourd'hui, si vous écoutez aujourd'hui cet épisode, c'est parce que le documentaire est présentement en salle. Donc, on va parler du film. Qui est présenté, là, il va te présenter un peu partout au Québec, je présume. Et ensuite au Québec, au Clap, à Québec, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Gatineau, un peu partout là, dans la région. Donc, à travers tes yeux, une co-réalisation, au fond, c'était fait avec ta fille. Oui. Avec Fabiola, avec ta fille adoptive, c'est-tu le bon titre? Je veux faire vraiment attention à toute la terminologie. C'est le bon titre. Ce que je déplorais, c'est souvent quand les gens, mettons, me voient avec elle, puis ils attendent des présentations, puis je dis, c'est ma fille. Et là, les gens se sentent le besoin de rajouter adoptée. Ah, OK. Et là, je suis comme, non, c'est ma fille. C'est ta fille. Point. Ouais. Mais c'est sûr que là, on parle de ça. On parle de l'adoption. Oui, c'est ma fille adoptive. Mais je te dirais que c'est, pour moi, beaucoup plus un film sur l'identité, sur la recherche identitaire. Et pour moi, et pour elle. C'est-à-dire, c'est quoi notre identité dans cette nouvelle construction familiale? C'est comment on se définit, Et donc, ça remet en question plein de choses aussi. Oui, puis, tu sais, je trouvais... premièrement, félicitations pour le film. Honnêtement, moi, ce film-là m'a rappelé à quel point la vie, c'est le plus beau cinéma, là. Mon Dieu, oui, tu peux pas dire mieux. Il y a des scènes, tu sais, je veux pas tout vendre, mais tu sais, pour moi, il y a évidemment une grosse scène forte lorsque Fabiola revoit sa mère biologique. Ce moment-là, je l'ai reculé, je l'ai réécouté 2-3 fois, puis je le regardais. Puis je me disais ça, il n'y a pas une mise en scène dans le monde qui peut recréer ce moment-là. Tu comprends? T'as raison. Tu sais, quand il se rend compte, le silence, la barrière de langue, le toucher, les petites mimiques, les yeux, tout ça, là, ça qui est vrai. Puis en même temps, je me disais, mais ils savent qu'ils sont filmés, ils savent qu'ils sont observés, c'est correct, mais ils se cachent pas. Dans quelconque chose, c'est vraiment réel.
C'est un super beau moment de film, ça. Ben, tu vois, ma fille disait justement qu'à un moment donné, dans ce moment-là, qui était tellement fort qu'elle a oublié qu'il y avait une caméra. Ah, Et je mais tu le vois. je pense qu'une aide, sa mère biologique, aussi, elle a oublié qu'il y avait une caméra. Mais non, parce que la charge émotive est trop élevée. Exact. Trop élevée. Puis tu le sens, là. Moi, il y avait ce moment-là, puis aussi le moment quand elle revoit son père biologique. Puis la réaction du père. Ah ouais, mais ça, écoute. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que Fabiola, elle était convaincue qu'elle n'avait pas de père. Je le sais. Parce que sur les papiers d'adoption, pour être éligible à l'adoption internationale, il faut que faut qu'il y ait un père inconnu. Il faut que la mère, elle soit tout seule, sinon elle n'est pas éligible. Donc, elle a trafiqué les papiers. Donc, père inconnu, qu'elle avait 8 frères, ce qui n'était pas vrai, qu'elle était née le 14 janvier 98, ce qui était faux. Donc, plein d'affaires. 14 janvier, c'est la journée où elle est allée faire des papiers parce que la majorité des enfants dans le pays sont sans papiers. C'est-à-dire que c'est pas comme nous autres, quand on a, les gens ici accouchent, ben tu es obligé de déclarer l'enfant et tout ça. Là-bas, ça n'existe pas. Attends, allons-y juste dans l'ordre. Parce que là, je pense que moi, je suis trop excité de parler de ça. Je pense que les gens ne savent même pas qu'on parle d'Haïti en ce moment. Exact. Donc, allons-y. C'est un film qui met toi et ta fille adoptive d'Haïti, et elle est rendue à quel âge maintenant, Fabiola? 27 ans. 27 ans. Et vous avez ensemble décidé d'aller à l'origine un peu de son identité biologique, mais aussi pour comprendre. Elle-même, elle cherche à comprendre d'où elle vient, tout ça. Toi, tu cherches aussi une position par rapport à ça, que je trouve très courageuse en passant. J'ai mon lot de questions par rapport à ça. À quel moment vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure-là? On est en 2016. J'ai eu la résidence Studio du Québec à New York. On est partis 6 mois, moi et mes 2 filles. Et Fabiola décide de lâcher le cégep. C'est sa 2e année de cégep en photographie à ce moment-là, pour venir à New York 6 mois, puis parce qu'elle remet en question un paquet de trucs. Et un matin, on va déjeuner, puis elle me dit à sa sœur et moi... c'est la première fois que je vois ma fille pleurer, être dans cet état-là, qui me dit « J'ai pas de rêve, moi. Je suis incapable de me projeter dans l'avenir comme toi et Justine. Je sais pas ce que... » Et là, j'ai peur. Et là, je me dis « Ouf, OK, là, il y a à casse. » Et d'instinct, puis je sais pas d'où ça vient. Elle a quel âge, là? Elle a 18 ans. C'est extraordinaire. Elle a 18 ans pile. Mais c'est extraordinaire qu'elle dise. Oui. Et là, il y en a qui le disent pas, puis qui continuent. Exactement. Et là, elle dit, puis, tu sais, on est dans une bulle, on est ailleurs, on est juste les 3, tu sais. Et là, moi, je lui dis, je pense qu'il faut qu'on retourne en Haïti. J'ai l'impression que la page blanche, là, de 0 à 3 ans, il faut qu'on aille l'écrire. C'est ça qui te manque. Et ton spleen existentiel, il est là. Parce que j'ai l'impression que, tu sais, nous, dans les réunions familiales, tous les jours, on se raconte des histoires. Ah, toi, quand t'es né, t'avais des cheveux. Ah, toi, t'as 3 poussées, t'es sorti. Moi, on n'a rien à raconter, là. Puis, mine de rien, tout ça s'accumule à force des rencontres familiales, des rencontres... Donc, probablement que sans s'en rendre compte, dans son inconscient, ça s'est accumulé. Moi, j'ai rien à raconter entre 0 et 3 ans. Est-ce que j'ai été abandonnée? Est-ce que j'ai été aimée? Est-ce que j'ai été désirée? Comment ça s'est fait? Pourquoi j'ai été mis en adoption? Donc, toutes ces questions-là, à un moment donné, viennent, même si, d'entrée de jeu, il faut que je dise qu'on a une belle histoire d'adoption. OK? On est vraiment très, très liés, très... moi, j'ai un amour inconditionnel, c'est ma fille. Je veux dire, c'est sa famille. Justine, c'est sa sœur, ils sont inséparables. Donc, c'est pas... Le mal-être, il vient pas de là. Le mal-être, il vient vraiment d'une source encore plus profonde. Et Justine, là, qui est biologiquement née ici avec l'union avec ton chum de l'époque. Oui. Et que vous avez finalement décidé d'adopter après Justine, c'est ça, exactement, dans l'ordre, voilà. Ouais, Justine avait 6 ans. C'est ça, exactement. Puis d'ailleurs, tu sais, félicitations, je sais pas c'est qui a eu l'incroyable brillante idée de filmer tout ce beau footage de jeunesse, mais tu sais, c'est là que tu vois que c'est... Ben, en fait, moi, j'ai donné une caméra à Justine parce que...
Justine, elle voulait... Tu sais, au début, ça a été plus difficile parce qu'il fallait qu'elle apprivoise sa sœur. Oui. Étant donné le contexte d'où Fabiola venait, ben, comme il n'y avait pas grand-chose à manger, les plus vieux, souvent, prenaient la bouffe, donc il ne restait rien pour les petits. Donc, quand elle est arrivée, elle avait peur de sa grande sœur. Donc, moi, j'ai dit à Justine, il faut que tu l'apprivoises. Oui. Puis je lisais Le Petit Prince à Justine tous les soirs. Puis là, j'ai laissé une caméra dans les mains. Donc, elle s'amusait à filmer sa sœur. C'est devenu un jeu. Et la caméra traînait là. C'est extraordinaire, honnêtement, parce que surtout, là, aujourd'hui, c'est facile de dire ça parce que tout le monde a une caméra là, maintenant. Exact. Mais il y a une époque qu'on n'en avait pas. Là. C'est fou, à travers les années, les formats qui changent. Tout le temps. Moi, quand j'ai fait numériser ça, là, j'ai comme à peu près 10 formats différents. Ah oui, absolument. Ouais. Puis ça sort bien. Puis moi, je trouvais ça précieux. Ça, dans le film, là, je trouvais ça beau de les voir. Puis te voir aussi, écoute, il y a te voir jeune mère comme ça m'a super gros ému, là, tu sais, puis puis rien que l'image, quand c'est pas Catherine, oui, c'est Catherine, quand je joue dans Catherine, j'avais oublié que tu joué dans Catherine. puis quand je l'ai vu Fabiola, puis j'ai fait, oh mon Dieu, écoute, j'ai trouvé, puis le bout de Justine au violon, tout ça, là, ça, c'est drôle, moi c'est mon bout préféré, ça c'est Justine drôle. Au violon. Honnêtement, c'est mon bout préféré. Elle était à Face. Ouais, puis l'autre en arrière qui fait un jeu étrange. Ouais. Là, j'ai l'impression d'être dans un film des frères Cohen. Tu sais, je veux dire. Non, puis moi, c'est toute mon enfance. Là. Moi, je regardais ça, c'était vrai. Toute mon enfance dans un frame. Écoute, ça dure, je sais pas, 20 secondes. Puis j'étais comme... Aïe. Ouais. Fallait vivre ça. Mais bref, c'est très cool d'avoir pu avoir accès à ce matériel-là pour ce film-là. Parce que je trouve que ça va encore plus creuser l'humanité. Mais comme tu dis... Du moment qu'elle est arrivée à Montréal, toute l'expérience, t'es capable d'être présente, de savoir d'où ça vient. Mais c'est vrai que de 0 à 3, c'est un gros gap. C'est gros, c'est énorme. Oui. C'est important. Là, c'est ça. Donc, tu veux savoir. Puis, le psychologue qu'on a, qui est dans le film, qui est pour moi le fil rouge du film, le psychologue que Fabiola a rencontré 1 an et demi, ça a duré 1 an et demi avant qu'on parte, elle rencontrait à toutes les semaines. Oui. Ben, lui, il l'explique très bien dans le film, c'est que ce moment-là, tu sais pas qui tu es réellement. C'est qu'il te manque ce bout-là de 0 à 3 ans qui est tellement fondamental et tu sais pas dans quelles circonstances ça a été donné. Donc là, tous les scénarios commencent à jouer dans ta tête et si tu règles pas ça, ben tu as ce qu'il appelle, lui, le malaise identitaire, c'est-à-dire tu peux pas te projeter dans l'avenir, tu peux pas avoir de projet, tu as de la misère à faire confiance aux gens. Tu comprends? C'est tout ça les conséquences de ce manque, de cette page blanche-là. Ouais. Donc, il fallait aller aux sources, trouver. Et puis, on s'est dit, si on ne trouve pas la famille biologique, ce qui peut arriver, parce qu'on ne sait jamais dans quel contexte les enfants sont mis en adoption. Tu sais, sa mère ça aurait pu être l'enfant d'un viol, ça aurait pu être l'enfant de toutes sortes de choses. Donc, on ne peut pas prévoir. Puis ça, on le savait, on lui avait dit, ça se peut qu'on ne les trouve jamais. Et de toute façon, son désir, c'était pas tant de revoir sa famille biologique que de voir le pays qu'il a vu naître. Sa grande question, c'était, qu'est-ce qu'aurait été ma vie si j'étais restée en Haïti? Donc, l'objectif du film, au départ, c'était de rencontrer des jeunes filles de son âge qui, elles, ont vécu en Haïti. C'était beaucoup ça qui l'interpellait. Puis d'y aller dans une pseudo-projection un peu en voyant le scénario C, D, E, F qui aurait pu être. Voilà. Là. Ouais, et puis c'est un concours de circonstances qu'on a trouvé ça. Parce que pendant qu'on était... on a fait un premier voyage de repérage parce qu'on voulait avoir une équipe haïtienne. Puis c'est là qu'on a trouvé les protagonistes, les jeunes filles. Oui. Ça, c'était en août 2018. Et puis après, on a voulu y retourner. Puis à 4 reprises, on s'est fait refuser nos voyages parce que c'était trop dangereux. Et puis c'est en décembre 2019 qu'on reçoit un coup de téléphone de notre équipe locale qui dit il va y avoir une trêve de violence entre le 24 décembre et le 12 janvier, commémoration du tremblement de terre. Venez. Fait qu'on n'a pas fait ni une ni deux. On a fait nos bagages puis on est partis. Donc, ça a été très précipité. Et c'est aussi au même moment que moi, je reçois le message vocal comme quoi sa mère la cherchait. Oui. Tu vois, les coïncidences dans la vie, ça, c'est étonnant. Et c'est comme ça qu'on l'a retrouvé. Oui. La coïncidence est incroyable. Émotionnellement, je veux dire, toi puis ta fille, puis même Justine aussi, là-dedans, on parle moins de Justine là, dans tout ça, évidemment, là, parce que c'est pas son histoire à elle, mais c'est un peu son histoire parce que c'est sa sœur. Ouais. Ça a dû brasser bien des affaires. Oui. Mais pour le meilleur et pour le pire? Pour le meilleur? Pour le meilleur. Pour le meilleur. Pour l'instant, c'est pour le meilleur. Tu vois, oui. Tu sais, il y a quelque chose
dans l'ouverture, ce que ça veut dire la maternité aussi. Tu sais, de Justine, d'être témoin de ça, de l'amour qu'on a pour Justine, pour Fabiola, elle, l'amour qu'elle a pour sa sœur, rencontrer la mère biologique. Tu sais, là, ma fille vient d'avoir un enfant, mais pendant longtemps, elle s'est beaucoup questionnée sur avoir un enfant naturel ou pas. sais. Puis elle ouvre la porte quand même à l'adoption. Donc, tu sais, ça mais l'adoption a changé aussi. L'adoption a changé depuis. Là, oui. Est-ce que c'est plus facile, plus difficile maintenant? Je sais pas. J'ai de la misère à dire. Moi, j'ai des amis qui ont tenté, puis c'était très, très difficile et pas concluant tant que ça. Bon, moi, j'ai un panoplie d'histoires d'adoption qui ont été extraordinaires et d'autres que c'était l'enfer. J'ai vraiment les deux. J'ai les deux bords de la question. Moi-même, à un moment donné, avec ma blonde, il était question d'un troisième enfant, puis je dis, si c'est un troisième, moi, je vais l'adopter. Moi, c'était vraiment ça en tête. Finalement, on a abandonné le sujet avec nos vies de musiciens compliqués, mais ça fait peur encore un peu, je pense, l'adoption, pour bien du monde, pour plein d'histoires, à cause d'un paquet d'histoires. Oui. Mais c'est parce que on est défini aussi par ce qui nous arrive en très, très bas âge. Puis c'est là qu'on s'en rend compte quand on adopte, c'est l'impact de ce qui est arrivé de 0, mettons, à 5 ans. Tu sais, des enfants qui voient, par exemple, dans certaines cultures, il y a encore, tu sais, on fouette les enfants, ou on va les taper, ou on va les punir de façon qui font partie d'une culture, tu sais, alors qu'ici, c'est pas ça. Donc, tu sais, il y a des trucs comme ça qui arrivent qui fait que l'enfant se retrouve à être un peu perdu avec des agissements qu'il a vus et qui ne subit plus ici, puis là, ça te joue dans la tête. Ou comme pas savoir du tout dans quelles circonstances t'as été donné ou t'as été mis en adoption. Ça aussi, ça peut jouer dans la tête. Donc, oui, c'est de comprendre. Moi, je pense que des suivis... tu sais, Fabiola le disait elle-même, elle dit, le psychologue, j'aurais aimé ça le rencontrer jeune. Ouais. Tu comprends? Ouais. Plutôt que de vivre avec ces questionnements-là aussi longtemps. Et ça, je pense que c'est de l'accompagnement qui devrait être nécessaire quand on adopte. Que ce soit adopté ici ou adopté ailleurs, à l'étranger. Oui, peu importe. Je veux dire, d'être accompagné, puis qu'il y ait une place pour parler, pour voir les agissements et ça, puis de comprendre, puis de déconstruire, tu sais, défaire aussi, comprendre d'où ça vient, tu sais. Parce que c'est ça, en fait, le plus gros problème, tu sais. On voit les violences qui se répercutent, hein. On voit souvent les victimes qui deviennent des bourreaux. On voit des... Donc, il faut qu'il y ait un espace pour parler de ça, en fait. Oui. Et elle, les premières consultations... Comme elle te dit, ben, elle aurait souhaité que ce soit plus tôt. Oui. Mais c'est arrivé plus tard. Oui. Ce travail-là, justement, de reconstruction, est-ce que tu dirais que c'est... Quand elle t'a parlé, justement, de la passion, là, qui était absente, que vous avez décidé de vous lancer dans ce projet-là, est-ce que c'est à peu près, je dirais, à ce moment-là que la réparation était entamée un peu, c'était une tentative de... Oui. Tu dirais, là, tu as dû sentir un certain changement, une certaine drive. Complètement. Mais je le vois là aussi beaucoup en ce moment. Surtout là. Ah, c'est énorme. Si on parle de 10 ans plus tard. Là. Exact. T'sais. Fait que là, tu sais, quand j'ai dit, on va en Haïti, elle a dit, si tu viens avec moi. Après ça, là, on a mis en marche les trucs. Et là, parce que le premier voyage était fait qu'on a mis en branle le projet 2017 et tout ça. Et là, je lui ai dit, et si on le documentait, et si c'est toi qui tenais la caméra? Parce que ma fille, c'est une cadreuse naturelle, elle a un talent. Ouais. Mais c'était, à l'époque, impossible de lui faire dire... Tu comprends? Oui, j'aime ça. Donc, il y avait une espèce d'auto-sabotage. Ouais. Et elle n'a pas de modèle non plus. Déjà, des directrices photo, il n'y en a pas tant. Non. Noir de surcroît, il n'y en a pas. Non. Fait que, il n'y a pas de modèle. Donc, là, elle me dit, OK, si je le fais avec toi. Fait que là, là, j'ai approché un producteur. On a fait des demandes de subventions. On les a eues. Et donc, ensuite, là, on a fait les démarches pour faire un premier voyage. Et donc, j'ai vu, là, tout d'un coup, quand ça devenait réel, et là, elle prenait de l'assurance.
Ouais. Et puis, après, le psychologue, ça, c'était sine qua non. Je veux dire, j'aurais pas fait ce projet-là sans être accompagnée. Non. Et il est extraordinaire, José. Il est doctorant, en fait. Il se spécialise dans les recherches identitaires. Il travaille avec beaucoup de communautés autochtones. Et lui est chilien d'origine. Et donc... ça a été extraordinaire. Lui, ce qu'il a fait avec Fabiola, en fait, c'est qu'il développait des scénarios potentiels. OK? Ah, OK. Donc, plutôt qu'avoir anticipé, plutôt qu'appréhender, plutôt qu'avoir peur, c'est de développer des scénarios. Dans tel scénario, comment tu réagis? Dans tel scénario, comment tu réagis? Dans tel scénario. Donc, de voir toutes les possibilités. Et ensuite, il a dit... C'est une bonne... ça a du bon, ça a un peu aussi un potentiel de transformer en anxiété. Là. Absolument. Ben oui, c'est sûr. C'est pour ça que c'est bon d'être dirigé par quelqu'un pour faire ça. Exactement, là. Puis qui pouvait débriefer à chaque semaine aussi pour pas justement que ça escalade. Ouais. Et puis après, quand on est parti, il a dit « Tu peux m'appeler n'importe quand ». Et donc, avant la rencontre avec sa mère biologique, il y a eu un téléphone avec lui et tout de suite après la rencontre. Ah, OK. Ça l'a aidé à... Énormément. Et puis, je vois, tu sais, Fabi, elle dit... Maintenant, je vois la répercussion plus tard de dire « Ah, j'aurais aimé ça avoir plus de temps ». Avec elle, parce que ça a été très court au final à cause de la situation, parce que les gangs et tout ça, le temps était compté. Il fallait qu'on débourse à chaque fois qu'on sortait puis qu'on allait quelque part. Nous, on avait un policier undercover avec nous qui, la veille de nos sorties, par exemple, on déterminait les journées du lendemain, bien, lui, il allait négocier avec les gangs. Il payait nos droits de passage. Et on avait des heures établies. Par exemple, quand on a rencontré Rose Myrta, qui habite dans Carrefour-Feuille, qui est un quartier chaud, bien, on avait 2 heures. T'sais, donc, c'est vraiment... C'était compliqué. Et là, c'est pour ça que maintenant, on fait « Ah oui, tu vois, là... » Si j'avais eu plus de temps, j'aurais posé plus de questions. Tu sais, donc, là, elle commence à s'ouvrir, ça commence à se détendre. Et là, je vois la femme, tout d'un coup, arriver, s'épanouir, tu sais. Ça doit tellement faire du bien. Hey, c'est énorme. Parce que tu veux juste que tes enfants aient bien, là. Oui. Tu veux juste ça. Puis, tu sais, moi, c'est ça que j'ai senti aussi dans le film, là, tu sais. Je ressentais pas... Non, c'est pas de la détresse, c'est pas du tout ça de ta part, mais tu sais, je sentais que je voyais une mère qui veut, là. Ouais. Tu veux vraiment accompagner ton enfant comme avec tout l'amour maternel que t'as, ouais. Tu veux qu'elle se sente bien, puis tu sais, il y a des évidemment, je veux pas te vendre des punchs, mais il y a des super beaux moments entre vous deux, ouais. Tu sais, que je trouvais qui sont précieux, justement, puis qui est un beau rappel. Puis ce que j'aime dans la façon que tu me parles maintenant, c'est que le film, il continue, tu sais. Oui, il continue son chemin. Il continue le film, là. C'est juste une petite partie. Là, complètement. Puis il y a l'autre partie dans laquelle Fabiola, tu disais justement, là, je suis en train de voir la femme, c'est ultra trippant. Là, ouais. C'est cool, ça vient d'ouvrir une valve, puis une discussion, puis justement c'est compliqué l'identité. Déjà à la base, même en étant dans le territoire d'où t'es né, c'est compliqué. Exact. T'sais. Donc imagine le reste. C'est ça qui... Mais c'est vraiment... Écoute, moi j'ai été... j'ai versé des larmes, moi, honnêtement. Là, la scène avec sa mère biologique, ça m'a vraiment bouleversé. Puis c'est venu me chercher. Puis un vent de fraîcheur, c'est pas... J'insiste à le redire, c'est pas un documentaire qui est déprimant. Non. Vraiment pas. Pas du tout. T'sais, les 2 films que j'ai faits, je les ai voulus lumineux. Oui, c'est ça. Même si on parle de sujets importants, c'est quand même lumineux. Oui, c'est lumineux. Puis, ouais. Puis c'est ça le grand paradoxe, en fait. C'est que, tu sais, on peut être entouré de beauté des fois puis pas le voir. Parce qu'on est pris dans quelque chose. Puis, tu sais, pour moi, c'est ce contraste-là que je trouve intéressant à montrer, tu sais, parce que c'est ça la vie aussi, tu sais. Mais tu sais, comme même avec ton film que tu avais fait avec Dave, oui. Avec Dave Saint-Pierre, documentaire que j'avais regardé, c'est un peu moins lumineux quand même. Ouais. C'est un peu moins lumineux. Mais tu réussis à aller chercher l'espoir qui émane dans tout ça, tu sais. Ouais. Moi, en regardant ces œuvres-là, puis en pensant à la personne qui était, je me suis posé une question assez fondamentale qui était à la base. Je me dis, Brigitte, est-ce que tu es quelqu'un de spirituel? C'est bizarre à dire dans ta vie. As-tu une spiritualité quelconque qui te guide ou c'est l'humanité qui est ta spiritualité? Je me suis posé un peu cette question-là parce que pour aller dans des sujets forts comme ça,
il faut que tu sois pas mal centré toi-même, tu sais. Bien, c'est drôle que tu poses la question. Je me considère pas comme quelqu'un de spirituel. OK. J'ai grandi, par contre, dans une famille extrêmement catholique, très croyante, pratiquante, etc. Puis moi, ça a été un fardeau. Je me suis beaucoup rebellée contre ça à une certaine époque et j'ai rejeté toute forme de spiritualité. OK. Et ensuite de ça, en fait, je te dirais que c'est beaucoup l'art qui est devenu ma spiritualité. Et en fait, comme le psychologue le dit, c'est de sublimer des choses à travers ce que je faisais. Et j'ai été élevée quand même par un père très, très idéologique et très humaniste. Et je pense que c'est plus ça qui m'a interpellée. C'est justement ce côté humaniste de vouloir, dans l'empathie, dans la curiosité de comprendre les autres, de se dire qu'au final, on finit tout à la même place. Ouais. Donc, toi, donc c'est plus ça qui m'a interpellée qu'une certaine spiritualité, je dirais. C'est beaucoup, c'est beaucoup à travers l'art, en fait. Je dirais que c'est beaucoup ça. Ouais. Mais, Hardest church, comme dirait. Oui. Ben, c'est vrai, tu sais, pour bien du monde, je pense que pour bien des artistes, inconsciemment ou consciemment, l'art que les gens pratiquent, c'est souvent ça leur religion, ou du moins leur forme de spiritualité dans laquelle ils ben, c'est parce que ça nous ouvre des portes sur plein de monde dont on n'aurait pas accès sinon. Ben, tu sais, oui, mais c'est pour ça qu'on va parler de l'autre film. Ouais. Où vont les âmes, que disons-le, a un ton très spirituel en soi. Ouais. Sur la grande question de la mort. Veux-tu que je fasse une lecture du synopsis ou tu veux-tu me faire toi-même ton résumé? Tu peux me faire ton résumé? Je pense que je préfère toi qui le pitch. Bien, ça commence avec une jeune fille de 18 ans, 19 ans, qui demande l'aide médicale à mourir et qui souhaite revoir ses deux demi-sœurs qu'elle n'a pas vues depuis 4 ans. Suite à l'emprisonnement de leurs pères respectifs. Leur père est emprisonné pour viol et inconduite sexuelle, non pas auprès de ses filles, mais auprès d'un paquet de femmes. C'est ça, il y a un regroupement. Là, oui. T'sais. Et qui fait penser un peu à ce qui est arrivé avec Roson, Weinstein, tout ça, là, tout ce mouvement-là. Là. Donc, c'est comment ces filles-là vivent avec l'idée d'avoir un père qui est un monstre, en fait. Mm-hmm. Donc, comment tu réconcilies le fait de porter ce nom-là, d'être la progéniture d'un homme comme ça, et les répercussions sociales que ça a aussi. On en connaît. Hein. Et on en connaît. On en connaît dans le milieu. T'sais. Puis ça, c'est une super bonne question à se poser. Ça doit être extrêmement difficile. Puis moi, c'est ça, quand j'ai regardé le film, je me suis posé beaucoup cette question-là. Après, ben, évidemment, c'est une fiction. C'est un film que tu as inventé une histoire. Puis, je suis curieux de savoir comment tu as voulu... pourquoi tu es allé là, puis comment tu es arrivé à aller là, puis comment tu as semé cette idée-là. Mais, en le regardant, c'est sûr que les femmes, les 3 filles sont incroyables, là, sont super. Mais la douleur que tu peux porter... d'avoir dans ta famille un membre et surtout ton père, ça doit être horrible, mais en même temps, la vie continue. Ben, il faut que tu t'accroches à quelque chose. Oui. Moi, c'est ça que je me demandais. Quand tu as commencé à l'écrire, ce film-là, est-ce que c'était cet angle-là qui était l'angle de départ? C'était plus l'aide à mourir? Ou c'était... Parce que, tu sais, il y a beaucoup de facteurs qui sont tous ensemble. L'aide à mourir, je pense qu'il n'a jamais été si bien filmé, honnêtement. Tu sais que c'est le premier film au Québec sur l'aide médicale à mourir. C'est ça, il y en a eu quelques-uns en Europe déjà, mais c'est le premier, je trouve, que c'est pas troublant ou traumatisant. On le voit, t'observes, tu regardes, mais en même temps, c'est pas... J'étais pas malaisé. T'sais. Habituellement, moi, ces affaires-là, je me sens pas bien, mais là, c'était correct. T'sais. Donc, c'est ça. Donc, je me demandais, c'est parti où le germe de cette idée-là, de ce film-là? Bien, c'est complexe parce que c'est pas une chose. Je dirais que c'est un millefeuille. Ouais, c'est ça.
Parce que à l'âge où je suis rendue, tu sais, bon, forcément, on accumule tellement d'expériences de vie, tu sais, des belles et des moins belles. Et donc, la mort, c'est un sujet récurrent dans mon travail. Même avant de rencontrer Dave Saint-Pierre, il y avait quelque chose qui me troublait. Moi, j'ai été très malade à l'âge de 19 ans. Et donc, c'est quelque chose qui m'a obsédée longtemps et j'avais l'impression d'être sur du temps emprunté. Et c'est ce qui nous a beaucoup rapprochés, Dave et moi. Cette espèce d'idée que qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on est là. Et donc, on a eu un moment très, très fort ensemble de création. Et le film Over My Dead Body m'a beaucoup, beaucoup provoqué parce que je me disais, lui, on lui a donné une date. Moi, on m'en a pas donné une. Mais elle est là. Tout le monde a une date. C'est ça. Donc, qu'est-ce que j'attends? Et ça c'est devenu un moteur très, très, très fort après. Et là, je me suis mis à faire de la création comme une folle. Ah, mais je sais, t'étais... Mais, ah oui. Partout, là. Ouais, tu y allais à fond la caisse, là. Oui. Mais c'était comme, genre, je sais pas combien de temps. Je suis vivante. J'y vais, là. Exactement. Moi, c'est comme ça que je te voyais partout. À chaque fois que je te croisais sur des mises en scène de show, puis je te voyais proche, puis dedans, à fond, j'étais comme, shit! Oui, c'est un peu... Faut que je gère mon intensité. Mais là, après, c'est que ça peut faire peur. Mais après, cette idée-là, puis après ça, il y a l'idée de la mort, c'est ça qui est un sujet récurrent. Et je trouve ça beau de pouvoir me dire que je vis dans un pays où on est probablement un des pays au monde les plus avancés sur cette question-là. On est le pays au monde le plus avancé sur la question. Ouais. On peut prodiguer ce soin-là gratuitement, ce qui existe nulle part ailleurs dans le monde. Et on n'a pas peur, c'est pas tabou. Ouais. On en parle, tu vois. Ouais. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, considérant qu'on est une société qui vient d'un monde très, très catholique, d'être rendu là dans nos réflexions socialement. Oui. Et après ça, c'était tout l'aspect du père, des agressions, de ce que ça veut dire aussi dans notre société, comment j'ai évolué comme femme, mes relations personnelles à moi, mes histoires personnelles là-dedans. Donc ça, c'est une espèce de melting pot, là, tu sais, de plein d'affaires. Parce que ça brassait beaucoup dans les dernières années sur ces questions-là. Là, exactement. Socialement, maintenant, les choses sont plus discutées. Ça allait avancer, mais il y a encore... Oui, énormément de choses à faire. Puis il y a des malaises par rapport à certaines situations où les gens ont encore à prendre une chance que, tu sais, tout ce qui s'est passé, c'est quand... Est-ce qu'on a vraiment une date quand ça s'est mis à brasser? C'était pendant la pandémie. C'était pendant la pandémie que ça a 2021, commencé. Oui, 2020, je dirais. À peu près. Puis c'est drôle parce que je te dirais qu'il y a plus de tabous par rapport à cette question-là que par rapport à la mort sur le film. Énormément d'hommes mal à l'aise par rapport au film. Parce que là, moi, j'ai décidé de traiter de la question dans l'intime, dans une famille. On voit rarement ça. On voit ou bien les victimes ou bien le violeur, puis on a souvent des films frontales comme ça. Mais là, rarement on va parler de la famille, dans l'intime, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. On n'entend pas parler de ces les enfants de Pellico, on les a plus entendus, mais rarement on va entendre les enfants parler. Je sais, mais c'est en train de... ça s'en vient, tu sais. Moi, quand je parle l'impact des parents sur les enfants... D'ailleurs, juste hier soir, j'écoutais un film, c'est mon temps de l'année, je me rattrape, là, je regarde tous les films qui sont en nomination aux Oscars, puis mais merveilleux film, Valeurs sentimentales. Ouais. Tu l'as écouté? Non, je ne l'ai pas vu encore. Super. Mais c'est pas dans le range de l'agression, on est dans le range plus d'un père absent qui essaie maladroitement de se réconcilier avec ses deux filles, dont une qui est comédienne, puis lui, il est cinéaste. C'est magnifique, là. Super film. Super beau film. Mais sur comment la réparation, ça arrive, des fois ça arrive pas. Puis il y a des choses aussi qui sont pas réparables. Exactement. C'est plate à dire, Exactement. mais c'est vrai. Puis on le dit pas assez. Le pardon existe, mais réparer pas nécessairement. Donc c'est une question complexe. Moi, je pense toujours aussi aux Les enfants du refus global, le documentaire. Ça, c'est un film extraordinaire que je trouve que plein de gens devraient voir, où est-ce qu'on voit une certaine souffrance
Bon, dans ce cas-là, c'était des parents artistes. Mais tu as raison que dans ce film-là, je peux comprendre que... Pourquoi ta conclusion, c'est qu'il y a des hommes qui sont mal à l'aise? Ça, c'est Je l'entends beaucoup. Tu l'entends? Les critiques négatives viennent des hommes. Pas du tout des femmes. Moi, ce que j'ai vu, mon film a polarisé beaucoup. Parce qu'il y a juste des femmes, parce qu'on le voit pas, le père. Ça a dérangé beaucoup les hommes, pas du tout les femmes. Moi, je faisais des Q&A, là, je faisais des questions-réponses, j'allais rencontrer des gens. Toutes les femmes dans la salle me disaient « Yes, enfin! » On le voit pas, c'est pas à propos de lui, tu comprends? C'est les répercussions, c'est les conséquences de ses gestes où il est encore omniprésent sans être là. Puis tu sais, comment les gens, il y a beaucoup de femmes qui le vivent, ça, cette détresse-là, il est encore là même s'il est pas là. Mais moi, j'essaie juste... Moi, personnellement, je trouvais ça génial, là, qu'il soit pas là. Mais, mettons, on s'amuse, il est là, on le filme. Je sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait de lui, honnêtement. Non, mais pour vrai, puis tu sais, tout respect envers, c'est quoi, c'est Jean Marchand qui fait la route? Le plus. Mais écoute, Jean Marchand. En tout cas, après, j'ai repensé, je me disais, voir Jean Marchand, là, je pense que j'aurais eu un malaise, un peu plus, tu sais, de voir, parce que ça vient casser un peu carrément la direction du propos, là, tu sais. Ça aurait été bizarre, mais ça t'est reproché, ça. Il y a des hommes, les hommes sont été, écoute, étonnamment, il y a des hommes, et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui sont encore directeurs de festivals. OK, ouais. Puis ça les mettait un peu comme... Oui. Tu sais, il y a beaucoup de squelettes dans le placard aussi pour certains, ou des trucs comme ça. Fait que ça peut être difficile de défendre un film qui parle de ça. OK. Et, c'est compliqué. C'est encore, malheureusement, très compliqué. C'est en transition. Moi, écoute, moi, je m'en réjouis. Évidemment, j'ai 2 jeunes filles de 8 et 11 ans, puis je me dis... J'en parlais avec ma blonde, je dis c'est quand même incroyable tout le travail qui a été fait par les femmes en ce moment. Un genre de nettoyage, je pourrais dire, de nettoyage de valeur, là, un peu, là, aussi. Là, c'est comme... des fois, il y a tellement d'indices pour quand on se met à regarder le passé, puis pas si lointain que ça. L'autre fois, j'avais un débat sur des comédies avec un ami, on se comparait des vieilles comédies des années 90 où c'est sexiste. Mon Dieu, c'est effrayant. Non, mais c'est pas regardable aujourd'hui. Non. Tu peux pas montrer ça à tes enfants parce qu'ils font qu'est-ce qui se passe. Mais regarde un film de Funès, Louis de Funès. Je sais. C'est hallucinant. Mais puis ça fait pas si longtemps. Puis tu dis, non, mais dans ce temps-là, on regardait, on pensait des femmes de même. Carrément. C'est complètement débile. Puis même les films, tu sais, moi, je suis un gars des films des années 90, c'est mes années d'adolescence. C'était grave, là. Je veux dire, la femme objet, je m'excuse, mais c'était fréquent, là. C'était pas des personnages de femmes fortes. Hey, aujourd'hui, c'est extraordinaire. Moi, je capote mes filles. Ils ont des livres. Là. Écoute, il y a la bibliothèque plein de filles, là, des héroïnes, là, tu sais. Mais ça existait juste pas. C'est en tout cas, bref. Mais en fait, c'est qu'à partir du moment où les femmes peuvent communiquer entre elles, où les femmes peuvent parler. Tu sais, il y a un beau documentaire en ce moment sur Gloria, aide-moi. La grande féministe américaine. Oui, attends, je l'ai vu passer. Attends une minute. Oui. Ce documentaire-là, justement, où elle explique le premier magazine, où là, tout d'un coup, elle a amené un paquet de femmes dans son salon, puis ils se sont mis à jaser de leur réalité. OK. Et des femmes afrodescendantes, des femmes... Et là, tout d'un coup, tu fais comme, oh boy, OK, on n'est pas tous... Toi aussi. Ouais. Et là, tout d'un coup, c'est ce qui est arrivé avec MeToo. Mm-hmm. C'est comme trouver un autre canal de communication. Tu comprends? À cette époque-là, ils ont créé un nouveau magazine où là, ils parlaient, tout de suite, c'est devenu un phénomène. Puis là, j'ai l'impression qu'avec le MeToo, on est passé par une autre plateforme de conversation. Ça a débloqué plein d'histoires. Mais c'est comme tout le temps, c'est ça, c'est de trouver des façons de communiquer. Ouais. Et d'établir de nouvelles communautés. Puis, donc, il faut qu'il y en ait plus de films qui parlent, qui traitent de ces choses-là et tout ça, mais il y en a. Tu sais, ça commence à percer tranquillement les questions houleuses, éthiques aussi, tu sais, éthiques sur c'est quoi, tu sais, une bonne, mauvaise race. Mais attends, ça fait penser, c'est quoi le film René Beaulieu, justement, qu'elle avait fait
avec un professeur universitaire. Ben, c'est avec moi. C'est avec toi. Avec les salopes, c'est le ça, cycle voilà. naturel de la peau. Mais tu sais, ça, c'était... Ouais. Elle s'est amusée à aller là un peu, là. Tu sais, elle est allée poser des questions un peu. C'est quoi le désir au C'est féminin? quoi le désir? C'est quoi... Il y a tellement à explorer encore, mais je trouve qu'on est dans un air le fun. Oui, t'as raison, mais t'as raison. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, tu vois, ces questions-là dans l'intime, c'est que la culpabilité de dire « Hey, j'ai aimé cet homme-là ». Puis la responsabilité, souvent les femmes, on se dit tu sais, j'ai fait un enfant avec cet homme-là. Ouais. Il y a ça aussi, là. Tu comprends? Ah ouais. Ça, c'est dur, là, parce que tu peux te le faire reprocher même par des enfants, de dire, tu sais, moi, j'ai pas demandé à venir au monde, là. Toi, tu as décidé de faire un enfant avec cet homme-là. Donc, tu sais, toutes ces questions-là aussi qui... Et donc, qu'est-ce que tu fais avec ta vie après pour les filles, par exemple? Tu sais, comment tu gères après tes relations avec des hommes? C'est complexe. C'est complexe. Oui. Quand tu as ce passé-là. Tu sais, l'anxiété que ça crée et tout ça. Donc, je voulais montrer justement 3 parcours différents. Une qui est dans qui est repentante, qui veut quasiment réhabiliter son père. L'autre qui veut passer à d'autres choses parce que justice a été faite. Et la première qui va rester en colère toute sa vie et qui lui pardonnera jamais. Non. Donc, c'est vraiment 3 positions. Puis c'est fou parce que mon ami Pascal Monpetit, qui a écrit Le Bézoard, est allé le voir. Puis en sortant, elle m'a laissé un long message vocal en me disant « C'est exactement ça. » mais ça, c'est une autre histoire, là. Pascal Monpetit, moi, je savais pas. Comme plein de monde, on savait pas. Puis quand ça sortit, j'étais comme « Oh my God! » Puis c'était très courageux de sa part de se lancer. Énorme. C'est gigantesque, mais ça ouvre... Des gestes comme ça ouvre un dialogue, ça ouvre des âmes. Il y a des gens qui vont comme faire... Mais encore une fois, c'est comme juste briser des solitudes, là. C'est juste ça, là. Exactement. C'est juste... Tous ces moyens-là, c'est des façons de briser des solitudes, puis ça va sûrement aider. Puis tu sais, dans le cas du film, je trouve ça cool que tu me dises ça, que le parcours de ces 3 filles-là est complètement différent par rapport à cet événement-là. Exact. Puis la mort, l'assistance à la mort, ça, c'est-tu un cue qui est venu par après en écrivant? Non, c'est en même temps. Vraiment en même temps. C'était vraiment en même temps parce que je me disais, à l'instar d'une tragédie grecque, par exemple, c'est que, parce que je viens du théâtre, la tragédie ouvre toutes les... Tu sais, c'est comme si tu veux régler les affaires avant de partir. Donc, c'est comme la prémisse de départ. Et elle est annoncée dès le début. Ouais. Tu sais? Fait que, il y a quelque chose de très shakespearien ou même tchéchovien dans cette affaire-là. Tu sais, c'est comme Tchekhov sans les hommes. C'est, tu sais, tu comprends? C'est Bergman aussi sans la relation toxique de Bergman. Mais tu sais, ils vont se parler avec un temps compté. Ouais. Donc, il faut qu'on se dise les choses avant qu'il soit trop tard. On n'a pas le temps de niaiser. C'est ça. Parce que c'est comme l'unité de temps. Au théâtre, nous autres, l'unité de temps est tellement fondamentale. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu reproduire aussi dans le film. 2 films. Ouais. Là, je checkais toute ta feuille de route en ce moment, j'étais comme étourdi, là. Puis toutes les mises en scène, les expos, tout ça. Puis là, mais en même temps, est-ce que là, tu as du temps un peu pour toi en ce moment? Là, en ce moment, c'est l'écriture. Ah, là, t'es en écriture. T'aimes-tu ça? Oui. C'est une période le fun? Oui. Plus posée? Carrément. OK. Ça veut dire quoi pour toi? C'est écriture de quoi, mettons? Mais pas besoin de dire le sujet, là, parce que c'est souvent... Nouveau film. OK. Un nouveau film que je coécris avec Myriam Véraud. Ah, cool. Une comédie noire. Oh. Très noir. Nice. Nice. Et très drôle. Et puis, j'ai un nouveau spectacle en création aussi. OK. Spectacle... un spectacle avec ma compagnie. Ouais. OK. Ouais, que, tu sais, là, il y a Jusqu'à ce qu'on meure, mon spectacle Jusqu'à ce qu'on meure qui est en tournée. Okay. En ce moment, on arrive de la Villette à Paris. Puis là, il continue sa tournée. Puis là, ben, je suis en création pour un prochain. Un prochain. Oui. OK. Ouais. Puis il faut que je planche sur un autre film aussi. Ouais. Donc là, le cinéma commence vraiment à prendre plus de place. Ben, c'est niaiseux, je me suis interdit pendant des années, mais c'est un médium que j'adore. Pourquoi tu t'es interdit pendant des années? Ben, parce que je viens d'une autre génération, moi. Tu sais, je dis, moi, j'ai sorti du conservatoire en 90. Hein? Ouais. Bon. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, là. Je veux dire, les filles, on n'a pas de rôle, il n'y a pas beaucoup d'avenues. Ouais. Il y a, tu sais, c'est
crise post-référendaire, marasme économique, politique. Il y a ramasse des miettes. Tu sais, il n'y a pas vraiment de, tu sais, d'avenue. Puis il n'y a pas de quotidienne à la télé. Il n'y a pas beaucoup de cinéma qui se fait. Puis c'est toujours les mêmes. Fait que, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de perspectives. Donc, moi, j'ai fait ma trace, puis tu sais, dans la création. Je me suis vraiment je suis devenue une fille de création. Mais c'est vraiment, en fait, si j'ai à penser à toi, c'est la première affaire que ça va, c'est vers ça. Là. Exact, carrément. C'est ta signature. Oui, c'est la création. Puis après ça, de penser même qu'on pourrait faire des films et les réaliser, c'était... Il n'y en avait pas beaucoup, là. Non. Tu sais, c'était des Anne-Claire Poirier, Micheline Langto, mais pour nous, c'était des femmes exceptionnelles, là. Mais tu sais, il n'y en avait pas tant. Fait que ça a été long. Ça a été très, très long. De se faire confiance, d'aller voir, d'aller cogner à la porte et de dire « Allô, j'ai une idée de film. » C'était principalement des hommes producteurs. Tu sais, donc, c'est arrivé tard dans nos vies. Fait qu'on est une gang de filles qui a eu accès à ça tard. Alors, moi, je suis très heureuse que des jeunes réalisatrices maintenant, là, il y a de la place, il y a des productrices, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Donc, c'est pour ça que c'est arrivé tard dans ma case, dans mon parcours. En même temps, je trouve ça correct. Parce que dans ton cas, tu sais, t'as tellement d'expérience de mise en scène, de direction, que inévitablement, quelqu'un qui commence à réaliser n'a pas nécessairement à avoir, tu sais, chaque parcours a ses raisons de faire. Puis là, maintenant, tu sais, en plus, tu as 2 documentaires, un truc de fiction. Personnellement, ton avis là-dessus, c'est deux univers tellement, tellement différents, le docu, puis la fiction, mais il y en a un qui te fait un peu plus triper. Je suis curieux. Ben, les deux me font triper. Puis Herzog disait... Tous les réalisateurs devraient faire un documentaire entre chaque fiction. Ah, nice! Ouais. Il dit ça pour vrai? Oui, il a dit ça. C'est une quote. Ah, mais c'est une belle quote, ça. Parce que c'est... Toi, dans ton cas, pourquoi? Parce que ça te ramène au réel, ça te ramène au vrai, puis après... Comme tu disais, le plus beau cinéma, c'est la vie. Ah ouais, c'est que la réalité dépasse la fiction. Puis quand tu dis, tu sais, moi, des inspirations de direction d'acteur, c'est beaucoup dans le documentaire, c'est dans le vrai monde que tu le vois. Donc... Tu dis, OK, des affaires moins convenues, par exemple, tu sais, où ça fait pas acté, là, tu sais, justement, là, tu sais, on est dans quelque chose de vrai. Mais pour ça, il faut qu'on observe le monde. Ah oui. Donc, cette pause-là, donc, ça marche dans les lignes du temps, là, que tu te rembarques dans une fiction. Exact. Dans ce règlement-là, you're fair, that's good. Oui. Ah, yeah. Puis, donc là, au fond, mais là, c'est ça, donc là, en ce moment, t'écris des jokes. Ben, des comédie noire. Oui, c'est une comédie noire. Écoute, on a tellement de fun avec Myriam, ça n'a pas de bon sens. Des fois, là, on se relie, puis on peut avoir des fou rires de 15 minutes. Pas de mais là, blague, t'écris à deux. C'est la première fois que t'écris à deux au cinéma. Oui. Et on c'est fun. Hey, on triple, là, parce qu'on a chacun nos... Comment je pourrais dire ça? On a chacun nos forces, puis chacune nos forces, j'aurais dire... Et nos 2 cerveaux font un grand cerveau. Je sais pas comment l'expliquer. On se tire pas. C'est pas une qui. C'est vraiment. Il y a quelque chose de très, très flyé qui se passe que j'adore. Puis c'est vraiment. On est. Par exemple, on se fait confiance. Cette scène-là, je la sens. OK, vas-y, écris-la. Moi, j'écris l'autre. Puis après ça, on se relie. Puis là, on commente. Moi, je vais aller réécrire dans sa scène. Elle va réécrire dans ma scène. Ou des fois, on se parle. On l'improvise, la scène à 2. On se le dit. Ah, OK. Et là, écoute, on est passé à travers du scénario comme ça, puis comme je te dis, des fois, avec des méga fous rires. Là. Ah, ça, c'est le fun. On a énormément de plaisir, là. Parce que, au fond, les hommes, on rit moins quand même, là. Quand t'es cru. C'est clair qu'on rit moins. Parce que, des fois, je me dis, mais c'est vraiment... Encore une fois, il faut que je la pose la question, parce que, où vont les âmes, justement? C'est comme... Evie. Comment c'est quoi ton truc pour te recalibrer? C'est quoi? Mettons, tu finissais, 2 heures d'écriture. C'est quoi? Après, tu allais faire du yoga. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu fais pour te remettre le corps, le squelette dans une joie de vivre, coudonc? Parce que c'est tough, tu sais. Ouais. Non, je sais pas. Moi, où tu réussis justement à être...
Ou tu te fais un amusement, tu fais, OK, là, ma scène, je vais la tricoter. Là, tu t'amuses avec la scène. Ou tu fais quelque chose. Avec, oui, ben moi, c'est sûr que je trouve quelque chose dans la mise en scène, dans la lumière, c'est là dans que le cadrage. Tu sais, moi, j'étais très inspirée, tu sais, c'est sûr, par des Terrence Malick, des Jean-Marc Vallée, des, tu sais, ou même les frères Cohen. Tu sais, la première scène, quand elle sort en robe de chambre, tu vois, pour moi, c'est du Big Lebowski, tu sais, mais c'est... Mais à un moment donné, il faut que tu te défasses, il ne faut pas que tu penses à ça. Il faut que tu sois dans une liberté totale. Je pense que la meilleure place, c'est justement les meilleures places pour moi, c'était quand tu penses à rien d'autre, tu es juste là-dedans. Puis tu te fais tes propres images. Tu sais, j'y crois pas, moi, au mood board Pinterest. À un moment donné, il faut que tu te fasses tes propres images toi-même parce qu'il faut que tu fasses confiance à ton bagage inconscient. Et ça me libérait. Quand tu me demandes comment je me réalisais, c'est que ça me libérait d'écrire ça. Tu te sentais en plus en paix après avoir fait énormément, ça. Énormément. Ça amenait une paix. Ça amenait une paix. Puis ça me libérait d'énormément de choses que, justement, que tu n'oses pas dire, que tu je sais pas, tu t'empêches de sujets dont tu t'empêches de parler. Et là, tout d'un coup, ça me libérait moi, je trouve d'énormément de choses. Tu sais, c'est sûr, ça participe. Quand tu fais une œuvre comme ça, les films, tout ça, bon, ça reste dans le temps. Les gens peuvent aller les consulter. Il y a un leg. Mais moi, quand même, tout le long, je pensais beaucoup plus au leg à tes filles qu'au leg aux filles. Oui, il y a un leg aux filles. Ouais. Les filles vont le voir, c'est cool, mais je me disais, c'est vraiment cool que tes filles... Ils te voient aussi évoluer, tu sais. C'est weird. Des fois, je sais pas, toi, si tu as vu tes parents évoluer, si tu étais proche de l'évolution de tes parents, moi, je la vois, mes parents, ils ont changé. Mais tu sais, de le voir dans un côté sensible, dans un médium imprimé, qui est vraiment accessible, ça doit tellement être une relation particulière que vous avez. Oui, on a une relation effectivement très particulière. On vit ensemble, les trois. Ce qui est assez capoté, c'est qu'on a une maison. Moi, j'avais un duplex. Et on a rajouté un étage au-dessus pour Fabiola. Fait que Fabiola est au 3e, Justine est au 2e, moi je suis au 1er. Ah, OK. Et, Justine a son enfant? Oui, Justine a sa petite fille maintenant. Puis on a une entrée ouverte. Fait que, tu sais, moi, tout le monde qui rentre vient de me dire bonjour. On monte, on descend. Tout le temps, on fait des projets ensemble, on voyage ensemble. C'est vraiment très, très particulier. On met en commun nos affaires. On a une auto en commun. Tout est en commun. C'est assez particulier, oui, effectivement. Puis moi, maintenant, j'ai un projet, des fois, on s'assoit, puis je brainstorm, je leur dis qu'est-ce que vous en pensez. Puis ils me donnent leur juste. Justine, elle fait quoi? Elle fait quoi, Justine? Elle est avocate. Elle est avocate. Oui, c'est vrai. Oui, ouais, elle est avocate. Mais... C'est vrai, elle est allée dans cette branche-là, finalement. Oui, elle fait du droit du litige, droit social, les recours collectifs contre l'Église, mortalité policière, violence faite aux femmes, ça. Wow. Ouais. Elle a la coin dure, elle aussi. Oui. Mais là, on a un projet de fou. Là, elle ne sait pas si elle veut continuer là-dedans. Puis là, on va peut-être se partir une boîte de production. Oh, ce serait cool, ça. Oui. Votre affaire. Oui. À vous autres. Ouais. Wow. Ouais. Ça, serait vraiment trippant. Oui. Oui, parce qu'après, puis... Mon Dieu, là, c'est même plus un leg à TV, c'est le leg de la famille, tu sais. C'est encore plus cool, tu sais. C'est encore plus personnel, puis vous entendez bien? Tellement bien. Moi, je suis très chanceuse, oui. Wow! Oui, on s'entend vraiment, vraiment bien. Parce que c'est des jeunes adultes, là. Oui. Donc ça, c'est une Carrément. autre étape, là. Sinon, t'avais tout passé à travers l'adolescence, toutes ces affaires-là, qui sont comme sûrement des tempêtes intéressantes. Très intéressantes. Oui, très intéressantes. Oui. Wow! Écoute, moi, je trouve ça cool. En tout cas, à un moment donné, quand je vois mais c'est pas encore l'adolescence, c'est 8 et 11 ans, là, mais je vois ça arriver, là, puis ça va être tout un défi qui s'en vient, là, avec l'adolescence, c'est les autres, c'est sûr que ça brasse. L'adolescence, tu te croises les doigts à ce que t'as donné quand il était petit, tu sais, parce que sinon, les autres ont plus raison que les parents, tu sais. Je sais, tellement. Puis ça, il faut faire attention avec ça. C'est fou, hein? Mais écoute, je pense que t'en es tiré pas pire, là, quand même. Je pense que ça va. Écoute, avec deux filles tu sais, il y a plein d'affaires. En fait, à la pandémie, on s'est dit, hey, on veut rester ensemble. C'est trop cool. Parce que, tu sais, là, on montait, on descendait. On n'avait pas de, tu sais...
c'était plus simple. Achète du papier de toilette pour tout le monde. Tu sais, on était comme. Fait que là, il y a comme. Aussi, tu sais, tout d'un coup, il y a comme. Tout est plus simple, tu sais. Ouais. Et on s'est dit, on continue, on fait ça. Non, des parents qui disent, à un moment donné, il faut qu'ils quittent le nid, mais en même temps, c'est un nid qui est super cool. Oui, parce qu'on a chacun nos espaces aussi. Exactement. Il y a ça aussi. Oui. Là, c'est ça qui est génial. Je pense que chacun a pour sa petite vie privée, il a ses trucs, puis après, vous êtes capable d'en... Ah, man, ça donne le goût, ça. Oui. Même. Ça donne le goût. Pour terminer, le temps file, je voulais savoir, as-tu des affaires cool que tu as vues, entendues, lues, que tu aimerais partager dernièrement? Le Bézoard, justement, de Pascal Monpetit, que j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai... Parce que t'es une fille de musique, quand même. T'es une fille de Muse. Je sais que t'en prends pas mal. Oui. Je suis assez fière. Le 31 décembre, j'ai été mandatée pour faire le spectacle au Vieux-Port, le Grand Minuit de Montréal. Oui. Puis j'étais très, très contente parce que j'ai réussi à amener sur scène plein d'artistes extraordinaires à qui on offre rarement cette place-là. OK. Et j'étais très, très, très fière de ça. Ça, c'était, tu sais, j'avais Shaw Frank, Naya Ali, Sarah May, Pierre Quenders, Bougat, Yassiti Don, Joseph Saranès, Anachnid. Très cool. Tu comprends? Oui. Puis après, Claude Pelgag, puis Patrick Watson avec ça. Mais c'est malade. Parce que là, tout d'un coup, c'est l'inverse. Ça a changé, là. Ça change. Et ça, je suis bien contente de ça. C'était mon souhait pour 2026 que les privilèges changent d'adresse. Puis là, on a fait ce show-là, puis ça a marché. C'est cool. Fait que j'étais très, très, très contente, tu sais. Cool. Vraiment très contente. Mais j'ai entendu des belles choses en France. Oui, parce qu'effectivement, j'adore la musique, puis je vais en voir beaucoup. C'est drôle parce qu'avec Pierre Lapointe, on était allé voir Franny en première partie de Zo... voyons, je suis capable. Je déforme son nom. Zao. Oui, c'est ça. Oui, elle était en première partie? Oui. OK, je savais pas. Et on a tripé comme des malades mentales. Ça doit être cool. Oui. Et puis, j'ai découvert des nouveaux groupes, des nouvelles affaires, Calupto, tout ça. Donc, plein d'affaires qui, j'espère qu'un jour, vont venir à Montréal. Oui. Mais... Puis en cinéma, toi, as-tu des affaires de fun que t'écoutes? En cinéma, c'est drôle, en ce moment, je réécoute des vieux films. Je suis beaucoup là-dedans, dans écouter des vieux films. Mais... t'as le droit, là? Oui. Quelle bonne vieille vue que t'as vue, là, dernièrement? Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement qui serait... Oh! Tu sais, moi, c'est sûr que je me fais plaisir en réécoutant les Tarkovsky, là, toute la série des Tarkovsky, la série des Cohen aussi. T'as-tu déjà écouté la série Fargo, qui n'est pas les frères Cohen, mais qui est un hommage aux Cohen? Non, parce que je suis tellement en amour avec le film que j'ai peur d'écouter la série. C'est extraordinaire. Ah ouais? Ah non, ça n'a pas de sens. Là. Puis tu sais, c'est approuvé par les frères Cohen. C'est... Il y a 5 saisons. Ça se passe tout à Fargo dans différents moments. Il y en a que ça se passe au début du siècle, il y en a que c'est maintenant, il y en a que c'est en 1950. C'est des histoires différentes. Puis c'est... la première série de Fargo, c'est le film Fargo. Qu'ils font en série. Puis après, ça va ailleurs. Puis c'est que chaque série va aller toucher un peu à des petites quotes de films des Fargo. C'est un peu nerdy, c'est correct, juste assez, pas trop. Mais c'est du gros cinéma, là. Tu vas tomber à terre. Non, c'est... Toute la musique est bonne. Toutes les histoires sont bonnes. Tu sais, la première saison, j'ai fait « OK, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le film? » Ils l'ont étendu un peu plus. J'ai parti à la deuxième saison. C'est encore meilleur. Puis c'est juste un crescendo. Chaque saison, c'est de mieux en... C'est encore meilleur. C'est vrai, tu vas capoter. Ça, si tu veux te payer un beau time, fait froid, là, t'écoutes ça, t'aimerais ça. Mais les Cohen, c'est le fun. Oui, on se tanne jamais. Je se tanne jamais. Moi, je suis dans un trip dans les vieux films, les Billy Wilder. Ça, j'aime beaucoup. Tu vois, mettons...
voyons, Sunset Boulevard que j'ai réécouté, que j'aime beaucoup. Moi, tout son cinéma, lui, puis là, il a fait un paquet de comédies un peu plus obscures. Ben, il a fait The Apartment, qui est super bon, La Garçonnière, là, mais il a fait d'autres films que je connaissais pas, puis là, j'ai tous trouvé. Évidemment, aujourd'hui, j'ai acheté un film à usager, c'est une pièce, là. Bon, tu sais, j'en ai un stack de DVD chez nous, là. Mais excuse-moi, je t'ai coupé la parole, t'allais dire de quoi sur un film? Non, c'est ça, j'essaie de me souvenir. Voyons, j'ai comme un blanc de ce que j'étais allée voir. J'étais allée au cinéma. Dernièrement. Mais je suis allée voir Sirat au cinéma. OK. Et c'est une expérience. C'est pas un film, c'est une expérience. C'est une expérience sensorielle. OK. Ça m'a un peu déstabilisée. Je suis encore à ce jour incapable de dire si j'aime ou j'aime pas. Ah, mais c'est bon. Ça m'a tellement... Écoute, j'ai pogné le bras d'un inconnu, pour te dire, pendant le film, là. Ah, ouais. Ah non, ça m'a vraiment shaké, là. Ça m'a vraiment bouleversée, tu sais. Très, très bouleversée. Ça, c'est une des expériences là, récentes que j'ai fait. Wow, OK, c'est cool. Rare que... Parfait. Ça fait qu'il faut aller le voir en salle pour ça. Oui, non, c'est ça. Il y a des films c'est fait des films pour les grands écrans. Oui. OK, cool. On va aller checker ça. Mais avant tout, j'invite tout le monde à aller voir tes 2 films. Où vont les âmes, ça va être en demande en tout cas, bientôt sur... En fait, il est dans des ciné-clubs pour l'instant. Pour l'instant, ciné-club, mais à la fin du mois, je crois qu'il va être disponible justement sur Apple. Ça se peut. Je suis même pas au courant. T'es plus au courant que moi. Je pense que oui. Parce que là, la semaine prochaine, le 3, le 5 février, il est à l'Université de Montréal. Après ça, il va être un petit peu partout en région, dans des ciné-clubs. Et où vont les... à travers tes yeux, au Beaubien, à partir du 6 février. Oui. Et on est le 6 février aujourd'hui parce que c'est ça. Donc, excellent. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.